Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs du colloque. Alors, parler d'éducation intégrale, c'est nécessairement du coup parler d'éducation populaire. Car les deux formes d'éducation puisent leurs racines dans l'éducationnisme. Moi, je vais faire du coup un lien entre les deux formes d'éducation, l'éducation populaire et comment on retrouve du coup l'éducation intégrale dedans. Et tout au long, voilà, de l'exposé, je croiserai les regards sur les deux formes d'éducation. Nous parlons d'une approche globale de l'éducation, non morcelée, non segmentée, et l'éducation populaire, à mon sens aujourd'hui, s'inspire de cet état d'esprit. Alors, j'ai pas de PowerPoint, je suis navré. Donc du coup, vous devrez être encore plus attentif à la succession du plan. Tout comme l'éducation populaire, l'éducation intégrale partage un enjeu politique d'émancipation individuelle et collectif lié à, entre autres, la non-hiérarchisation des savoirs et des capacités de chacun et chacune. Particulièrement aujourd'hui, avec les enjeux et des politiques néolibérales qui nous apporte de plus en plus une segmentation des savoirs, une segmentation des politiques publiques, avec notamment tout ce qui est autour des dispositifs. Donc du coup, nous sommes de plus en plus confrontés à une forme d'éducation populaire qui est soumise aux dispositifs. Mon intervention se déroulera en 3 temps. Un premier temps où je définirai et ferai un focus sur l'héritage anarchiste de l'éducation populaire, de l'éducation intégrale à l'éducation nouvelle. Je me focaliserai dans un deuxième temps sur une histoire de l'éducation populaire, en quoi l'éducation populaire traverse l'histoire de l'éducation intégrale, et je finirai dans un troisième temps sur quelles pratiques aujourd'hui de l'éducation populaire et de l'éducation intégrale, avec un focus sur la pédagogie sociale. Alors tout d'abord, l'éducation intégrale, définition et héritage anarchiste. Je sais que d'expérience et en faisant les recherches que l'éducation nouvelle a un petit peu de mal avec l'héritage anarchiste de l'éducation nouvelle. Et du coup, des fois, voilà, les pédagogues comme Francisco Ferrer, Sébastien Faure ou Paul Robin sont un peu écartés de l'histoire de l'éducation nouvelle, mais l'éducation intégrale est bel et bien un héritage de l'éducation anarchiste. Alors, l'éducation anarchiste, l'éducation intégrale peut se définir comme une vision globale de l'éducation, avec la prise en compte d'un développement intellectuel, corporel, social, affectif et politique des individus dans un souci d'émancipation. De nombreux pédagogues des mouvements d'éducation nouvelle ont été inspirés par cette forme d'éducation. Refuser le morcellement et la segmentation des individus dans le savoir, dans le travail, dans le corps et dans l'affect. Ne plus accepter une éducation inégalitaire par le découpage des savoirs et la division du travail éducatif. Rejeter l'élitisme et les inégalités des traitements infligés à la sélection, à l'exclusion et au conditionnement des précaires et des plus fragiles. Tels sont les enjeux aujourd'hui de cette approche pédagogique. Du coup, il nous faut nous tourner vers les pédagogues libertaires pour trouver l'origine de la démarche, car l'éducation intégrale est le pivot de toute pédagogie libertaire. Penser une éducation émancipatrice en dehors des pouvoirs religieux et dominants fut la préoccupation de nombreux anarchistes depuis le XIXe siècle, de Charles Fourier à Pierre-Joseph Proudhon, en passant par Bakounine et Francisco Ferrer. Tous ont tenté de dessiner une autre société, plus solidaire, plus fraternelle, plus juste et surtout en réaction à une société capitaliste et industrielle qui fit naître de nouvelles formes de précarité et l'exploitation tout au long du XIXe siècle, et ce, malgré les différentes révolutions françaises et révoltes des travailleurs et travailleuses. En parallèle de la constitution des mouvements sociaux, l'éducation intégrale a été donc pensée dans une logique libertaire, dans l'objectif d'accompagner les personnes, les enfants comme les adultes, dans l'acquisition de savoirs intellectuels, pratiques, mais également politiques, mobilisés à des fins de justice sociale et de réappropriation des destinées collectives. Tout ça en dehors des cadres religieux et conservateurs. Aujourd'hui, nous dirions plutôt en dehors des institutions. Excusez-moi, je bois un petit coup. Un pédagogue en particulier, Paul Robin, adhérent à la cause anarchiste, théorisera et mettra en pratique le concept d'éducation intégrale à partir de 1862. Pour lui, à travers l'exemple de l'orphelinat de Sampuy, de 1880 à 1894, il posera les bases de cette forme d'éducation par le biais de nombreuses méthodes en s'appuyant sur une approche expérimentale des activités
liées le plus possible à la vie. Mixité, coéducation, excursion, tous les travaux autour de l'hygiène, autour de la santé, autour du corps. Paul Robin marquera vraiment les courants pédagogiques émancipateurs par cette approche globale et intégrale qui a trait à toutes les pratiques et composantes de la vie. Ensuite, le principe d'opposition à la spécialisation, la hiérarchisation et la segmentation des savoirs et des personnes était posé. Le concept, bien sûr, demande à être revu à travers notre période aujourd'hui. On n'est plus en 1894, donc du coup, ça demande nécessairement une recontextualisation. Mais voilà, l'idée même vient de cette période-là. Alors pour moi aujourd'hui, l'éducation intégrale, elle est en lien très étroit avec la question de l'éducation populaire, car quand on regarde l'histoire de l'éducation populaire, et c'est le sujet et c'est la deuxième partie, quand on regarde l'histoire de l'éducation populaire, on se rend compte que l'histoire était soumise petit à petit également à une spécialisation et ensuite à une institutionnalisation qui est très très proche de l'éducation intégrale. Alors, l'éducation populaire, peut-être c'est important également de l'aborder en termes de définition. Il est courant d'expliquer que l'éducation populaire est une nature très polysémique. C'est au carrefour du travail social, du travail de la culture, du travail éducatif, du travail du loisir, donc ce qui en fait un objet carrefour par définition. Elle a une histoire mouvementée, cette éducation populaire-là, et on se rend compte qu'elle est traversée de part en part par la même logique que l'éducation intégrale. Il n'y a pas de définition académique aujourd'hui de l'éducation populaire. C'est un mouvement, c'est une histoire de plus de 2 siècles, mais des chercheurs et chercheuses ont quand même tenté des délimitations. Et du coup, je me suis appuyé sur 3 définitions. Vous m'excuserez, c'est une sélection, hein, je ne pouvais pas citer tout le monde. J'ai pris une première définition de Geneviève Poujol, sociologue et autrice pionnière de l'étude des pratiques de l'animation socioculturelle, qui définit l'éducation populaire comme un projet de démocratisation de l'enseignement porté par des associations dans le but de compléter l'enseignement scolaire et de former des citoyens. Cette définition est volontairement large et ouverte et permet de poser les bases d'un projet d'éducation populaire, une éducation et une formation citoyenne pour toutes et tous et en lien étroit avec l'école. Donc on voit bien à travers cette première définition de l'éducation populaire le souci de l'éducation populaire de se référer également à une ouverture éducative. La deuxième définition que j'ai choisie pour l'éducation populaire, c'est une définition de Christian Morel, qui est sociologue et militant associatif, qui lui caractérise l'éducation populaire par l'ensemble des pratiques éducatives et culturelles qui œuvrent à la transformation sociale et politique, travaillant à l'émancipation des individus et du peuple en augmentant leur puissance d'agir. Donc pareil, pour cette deuxième définition de l'éducation populaire, on voit bien le souci, comme pour l'éducation intégrale, d'une volonté de transformation sociale. Et enfin, une troisième définition, et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ces 3 définitions, d'Adeline de l'Épinay, alors qui n'est pas universitaire, qui est animatrice de processus collectifs, qui, elle, délimite l'éducation populaire comme un processus qui peut se retrouver dans des lieux très divers et au contraire absent de lieux qui pourtant s'en réclament. Cette démarche, telle que nous la concevons, est forcément politique. Elle consiste à décrypter les rapports de domination, à prendre conscience de la place qu'on occupe dans la société, à apprendre à se constituer collectivement en contre-pouvoir, à expérimenter sa capacité à agir. Ce qui est visé, ce n'est pas seulement le développement ou l'épanouissement personnel, c'est bien l'émancipation individuelle et collective, la transformation de la société. Du coup, cette dernière description de l'éducation populaire souligne l'importance et la notion de processus et de lecture critique du monde. Et ce qui est également très en lien avec l'éducation intégrale, qui, dans son approche, agit aussi bien sur les aspects de savoir, physique, intellectuels, mais également moraux et politiques. Donc voilà, on peut dire que c'est le croisement de ces 2 notions qui se recoupent. Alors après, le lien entre éducation intégrale et éducation populaire, on le voit bien, il sera de plus en plus vrai au fur et à mesure de l'histoire. Moi, j'ai choisi du coup ces 3 définitions-là pour faire un petit panorama rapide, hein, parce qu'on n'a pas le temps de s'attarder plus. Je regarde le temps, ouais, encore 10 minutes. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, l'éducation populaire, on peut la définir en fait en 4 segments. On a une première éducation populaire qu'on nomme une éducation populaire jeunesse
labellisé par l'État, c'est l'agrément éducation populaire qui est décerné par l'État. C'est ce qu'on appelle l'éducation populaire plutôt traditionnelle, grosso modo autour des enfants et des jeunes et des loisirs. Les colos, les MJC, les centres sociaux. Il y a une deuxième éducation populaire, un deuxième segment qui sera plutôt autour de l'activité socio-culturelle. L'activité socio-culturelle, ce serait la démocratisation culturelle à travers voilà, des cours de musique, des cours de chant, voilà, quelque chose de très très accessible. C'est ce qu'on va appeler ces deux segments-là, l'éducation populaire héritée de l'histoire. Il y a deux formes d'éducation populaire qui apparaissent tout au long du XXe siècle. C'est l'éducation populaire politique, avec du coup une approche qui est très basée sur la formation citoyenne en dehors des partis politiques, une éducation qui sera là pour avoir une lecture critique du monde. C'est à l'image de Franck Lepage, pour les personnes qui connaissent, qui, autour des conférences gesticulées, faire prendre conscience aux personnes des rapports de domination. Et il y a une quatrième forme d'éducation populaire qui n'est pas encore vraiment théorisée aujourd'hui, que moi je nomme l'éducation populaire radicale et autonome. Et dans cette forme d'éducation populaire-là, on voit très bien que l'éducation intégrale retrouve vraiment du sens et qu'il y a une approche du coup très très intégrale des problématiques. Pour vous donner un exemple, l'éducation populaire autonome et radicale, ça sera tout ce qui sera autour par exemple des ZAD, des espaces de politisation, des espaces autonomes. Par exemple, les gilets jaunes peuvent être inspirés des méthodes d'éducation populaire. Quand on prend par exemple toute la démarche des soulèvements de la terre qui est très d'actualité aujourd'hui, peuvent s'inscrire dans une démarche d'éducation populaire à travers les méthodes, à travers la manière dont ils s'organisent. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un panorama. Et ça, c'est plutôt, voilà, c'est pas des catégories qu'il faut poser comme ça, c'est plutôt un curseur qu'on déplace suivant, en éducation populaire, on dit souvent, les heures de la journée. C'est-à-dire que le matin, on peut être dans une approche d'éducation populaire très traditionnelle. Le soir, on peut être en animation de quartier. Après, on peut être en université populaire. Ça dépend vraiment des moments. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, l'éducation populaire s'articule pour moi autour de 5 phases. La première phase, l'éducation populaire historique, c'est ce que je nomme moi l'éducation populaire primaire. C'est un philosophe, Luc Carton, philosophe belge, qui expliquait que tout au long du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, pardon, on est dans une version très primitive, c'est-à-dire que l'éducation populaire, on ne la nomme pas encore. Et du coup, à cette époque, on retrouve dans les archives, on retrouve vraiment une forme d'éducation populaire dans laquelle on est, comme l'éducation intégrale, sur tous les moments de la vie. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur des aspects culturels, sur des aspects d'enseignement, on peut être sur des aspects syndicaux, on peut être sur les veillées du soir. Du coup, on a une approche éducative très très intégrale et à tous les instants de la vie. Et on verra que cette première phase de l'éducation populaire, à partir du début du XXe siècle, elle va tomber dans une phase qu'on nomme la spécialisation. C'est-à-dire à partir d'une phase très, très globale, petit à petit, on va tomber dans une phase de spécialisation où l'éducation populaire va être réduite au champ, grosso modo, du temps libre et des loisirs à partir de 1936. Il y a eu les premières lois, les lois sur l'école, par exemple, de 82-83, vont retirer l'aspect scolaire de l'éducation populaire pour le confier à l'éducation nationale, enfin l'instruction publique de l'époque. Voilà, il y a un certain nombre de lois qui vont réduire l'éducation populaire au champ des loisirs, et 1936 sera vraiment sur cette base-là. Je vois qu'il ne vous reste que 6 minutes, je me dépêche. Il y a une deuxième phase, du coup la spécialisation, j'en ai parlé, et petit à petit, tout au long du XXe siècle, après la phase de spécialisation, on sera sur la phase de reconnaissance par l'État. C'est là qu'on va voir apparaître, c'est les travaux de Léo Venin qui décrivent tout ça très bien, l'apparition des premiers diplômes, l'apparition du ministère de l'Éducation nationale, l'éducation jeunesse et sport par exemple, et du coup l'éducation populaire sera de plus en plus réduite jusqu'à ce qu'on appelle l'institutionnalisation, et donc du coup elle va rentrer dans les champs et dans les girons de l'État, et puis pour finir sur une phase d'instrumentalisation. Voilà, en un siècle. Et aujourd'hui, pour moi, une des choses qui redonne de l'actualité à l'éducation intégrale, c'est vraiment de sortir de cette segmentation, de ce découpage, du morcellement, pour revenir à une éducation intégrale. Alors, la troisième partie, alors peut-être un peu plus rapidement, c'est ce qui croise également éducation populaire et éducation intégrale, ce sont les pratiques. Au-delà de l'histoire, on voit bien que les pratiques de l'éducation populaire et de l'éducation intégrale sont très très proches et très très liées.
l'éducation nouvelle a beaucoup inspiré les pratiques de l'éducation populaire. Et on voit aujourd'hui dans les pratiques des éducateurs et éducatrices populaires tout le travail autour de l'approche globale, autour de la mixité, autour du travail de groupe, autour du fait que quand on accueille les enfants, par exemple, en centre socio, en MJC ou même en centre de vacances, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur ces questions-là. L'approche intégrale, elle existe parce qu'on a à la fois sur les activités d'ordre intellectuel, mais également d'ordre culturel, artistique, affectif, et tout le travail autour du corps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dans les pratiques qui est important. Et peut-être une forme de pédagogie, on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard, c'est tous les travaux autour de la pédagogie sociale, qui est une pédagogie voilà, qui a été conduite par Elena Radlinska, une pédagogue polonaise du 19e, 20e siècle. C'est qu'on voit bien que l'éducation intégrale et la pédagogie sociale sont deux leviers aujourd'hui pour moi de l'éducation nouvelle. L'idée de cette forme de pédagogie-là, c'est renouer avec le politique par la conscientisation des pratiques pédagogiques. C'est renouer avec les affects et intégrer la dimension relationnelle dans les postures. On voit bien que chez les éducateurs et éducatrices populaires, cette question de la posture et de la dimension relationnelle est omniprésente. Et en éducation intégrale, ce sont des choses qui sont très importantes pour les pédagogues. L'idée également en pédagogie sociale, c'est le corps au même niveau que l'esprit et la main au même niveau que la pensée. C'est quelque chose qui est très important en pédagogie sociale et qui a largement été inspiré par l'éducation intégrale. Je le disais tout à l'heure, c'est le retour de l'approche intégrale en pédagogie sociale avec la fin de la segmentation de l'individu. C'est-à-dire aujourd'hui dans les pratiques, moi en parallèle de mon travail de recherche, je dirige un centre social à Dijon et je vois bien que dans les politiques publiques aujourd'hui, on a une réelle segmentation des individus. Je veux dire, aujourd'hui, il y a un guichet à travers les points d'accès au droit, on va traiter le RSA là, on va traiter cette problématique-là, on va traiter ce là. Et donc, du coup, en fait, on explose les problématiques, on explose les approches, et ce qui fait que les individus rentrent dans des parcours qui sont souvent réservés aux plus précaires. Et du coup, le fait de revenir à des questions intégrales, alors après, je ne dis pas qu'il faut tout traiter au même endroit, hein, c'est pas mon propos, hein, mais de revenir dans une approche intégrale des personnes, fait qu'on renoue... En fait, il faut que la question éducative refasse corps avec la question sociale, écologique, politique, culturelle et affective. Et ça, c'est un des fondements pour moi aujourd'hui de l'éducation intégrale. Il reste 2 minutes. Peut-être en conclusion, aujourd'hui, l'éducation intégrale peut être vue comme une réflexion, je pense, collective des pratiques quotidiennes. Je pense qu'elle dépasse le cadre de l'école, je pense qu'elle dépasse le cadre également de l'éducation populaire, et je pense que c'est un des pivots d'une émancipation à la fois individuelle et collective, parce que pareil, elle s'inspire, comme l'éducation nouvelle, d'une pédagogie du projet, où chaque individu, en fait, peut être lui-même dans ces dispositifs-là. Voilà, c'est peut-être la conclusion, et puis je pense qu'elle fait vraiment sens encore plus aujourd'hui au vu, par exemple, c'est très d'actualité, on voit les événements qu'il y a en ce moment sur Nanterre et qui, du coup, qui se démultiplient sur toute la France. Dans les quartiers populaires, à mon sens, revenir à une éducation intégrale, donc laquelle l'enfant, ses compétences, qu'elles soient intellectuelles, sportives, culturelles, manuelles, soient remises à un niveau équivalent, revaloriser du coup les pratiques manuelles et du corps, c'est largement abordé. Je pense que c'est une des pistes de réflexion collective à avoir et qui sont un des enjeux du XXIe siècle. Voilà. Merci beaucoup.